Bonjour à tous, juste avant le début des essais hivernaux, on propose un nouveau type de format vidéo axé sur la technique. Pour cette première, on va se focaliser sur le porpoising et son influence sur la conception et le développement des F1 2022 et les perspectives pour 2023. Alors évidemment, on va parler de mécanismes physiques théoriques, mais pour toujours garder les pieds sur terre et rester concret, on va se rattacher à deux exemples, ceux de Red Bull et de Mercedes, qui ont une approche complètement différente de la prise en compte de ce phénomène lors de la conception et du développement de leur F1 en 2022. On en a désormais la confirmation. Adrian Newey et son équipe, avec notamment Pierre Vacher et Paul Monaghan, ont conçu la RB18 en gardant en tête que ces problèmes d'oscillation verticale faisaient partie de l'ADN de ces F1 à effet de sol. Ceux qui nous suivent régulièrement savent que nous avons émis cette hypothèse très tôt dans la saison 2022, notamment avec Jean-Louis, mais aussi chez nos amis des pistonnés F1. Pourquoi certaines équipes comme Mercedes ont-elles été aveugles à la survenue de ce phénomène, et dans quelle mesure l'expérience passée de certains ingénieurs comme Newey leur a-t-elle permis de sentir la survenue de ce phénomène sans qu'il soit totalement apparent et flagrant dans le monde virtuel des souffleries et de la CFD. Allez, c'est parti, un petit rappel rapide sur le phénomène du porpoising et on présente la structure de la vidéo. Quels sont les mécanismes physiques derrière le porpoising ? C'est un phénomène très complexe. Et donc, lorsqu'on évoque ce sujet, il s'agit de trouver un équilibre entre, d'une part, une vulgarisation trop importante qui pourrait amener l'auditeur à penser que le phénomène est finalement assez simple à appréhender et à résoudre, et d'autre part, une complexification trop importante qui comporte d'autres écueils. Évidemment, en tant qu'observateur extérieur, il n'est pas possible de maîtriser les tenants et les aboutissants de ce phénomène aussi précisément et finement qu'une équipe de centaines d'ingénieurs qui développent depuis plus d'un an leur concept autour de ce phénomène. Comme vous le savez certainement, il y a deux aspects. Le premier est aérodynamique. Prenons l'exemple d'une Formule 1 qui sort d'un virage lent et qui accélère de 100 à 300 km/h. La vitesse est multipliée par 3. L'appui aérodynamique, lui, est proportionnel au carré de la vitesse. Donc, si la vitesse est multipliée par 3, l'appui aérodynamique, lui, est multiplié par 9. On imagine alors aisément la F1 se plaquer au sol à mesure que la vitesse augmente. À mesure que la hauteur de caisse diminue, des instabilités aérodynamiques surviennent. Les structures d'air complexes qui sont organisées en dessous du soubassement de la F1 s'écroulent. L'appui aérodynamique est alors drastiquement réduit. Du fait de cette réduction de charge, la hauteur de caisse va alors réaugmenter. Et petit à petit, les structures aérodynamiques en dessous du soubassement vont se reformer. L'appui généré augmente alors de nouveau, la hauteur de caisse diminue de nouveau, et on entre ainsi dans un cycle d'oscillation. Cette explication, vous l'avez certainement déjà entendue. Dans cette vidéo, on tentera d'aller plus loin et de creuser certains aspects. On commencera par un petit prélude historique racontant les problèmes d'instabilité verticale affectant la Williams FW16 conçue par Newey et pilotée par Senna lors des 3 premiers Grands Prix de 1994. Cet exemple concret nous permettra alors de creuser l'aspect aérodynamique. On verra notamment que le profil aéro d'une F1 qui, entre guillemets, descend est différent du profil aéro d'une F1 qui remonte suite à une instabilité aérodynamique. On verra que tout est une question de compromis et de curseur entre appui maximal d'une part et stabilité d'autre part. On le sait, l'aspect aérodynamique va de pair avec l'aspect mécanique. Dans ce chapitre, on montrera que les choix effectués en termes de fenêtre d'exploitation aéro versus hauteur de caisse peuvent mener à des impasses d'un point de vue mécanique. On parlera notamment de l'influence des pneus Pirelli taille basse de 2022 et des choix de constante de raideur des suspensions et des amortisseurs et de l'interdiction des inerters. Ceci posé, on tentera d'expliquer pourquoi une majorité d'équipes a été aveugle à la survenue du phénomène de porpoising début 2022, et pour cela, on abordera les limitations des outils utilisés pour concevoir les F1, c'est-à-dire la soufflerie d'une part et la CFD d'autre part. Enfin, on évoquera les changements de réglementation pour 2023 destinés à réduire le porpoising, ainsi que l'influence qu'a ce phénomène sur les concepts 2023 entreaperçus jusqu'à maintenant. « 1994. Ayrton Senna rejoint l'équipe Williams qui a remporté en 92 et 93 les championnats pilotes et constructeurs avec Mansell puis Prost. Avec la retraite de Prost, c'est le meilleur pilote du plateau qui rejoint l'équipe championne en titre avec dans ses rangs un certain Adrian Newey. Dans son livre How to Build a Car, l'ingénieur britannique résume sa philosophie pour la conception de la FW16 de 94. Si vous avez une voiture qui a un bon concept, essayez de faire évoluer ce concept. N'essayez pas d'arriver avec quelque chose de totalement nouveau, sauf s'il y a une très bonne raison à cela. Cependant, un changement de réglementation technique majeur intervient en 1994.
Les suspensions actives qui ont joué un rôle fondamental dans les titres de 92 et 93 sont désormais interdites. Dès les essais hivernaux, Ayrton Senna et Damon Hill, qui lui a conduit la Williams 93 et peut donc établir une comparaison directe, notent que la FW16 est très imprévisible, en particulier lorsque la piste est bosselée. Premier Grand Prix de la saison, Interlagos. Malgré les nombreuses bosses sur le circuit, Senna parvient à dompter la FW16, il la place en pôle 3 dixièmes devant Schumacher et 1 seconde et demie devant son coéquipier Hill qui s'élancera 4ème. Il mène la course durant 21 tours. Suite aux arrêts au stand, Schumacher s'empare de la tête, mais Senna donne tout ce qu'il peut pour rester dans son sillage. Il pilote à la limite une FW16 très imprévisible. Malheureusement pour lui et pour le public brésilien, il part en tête à queue au 56e tour, fin de la course pour lui. Lors du deuxième Grand Prix, celui du Pacifique au Japon, les soucis de stabilité de la FW16 ne sont toujours pas résolus. Au premier virage, Häkkinen met une petite pichenette à Senna qui s'échoue dans le bac à gravier. Schumacher 20 points, Senna 0. Newey ne comprend pas la cause de cette instabilité verticale. Alors, entre le Grand Prix du Pacifique et celui d'Imola 2 semaines plus tard, il part en test privé avec Damon Hill sur le circuit de Nogaro dans le sud-ouest de la France. Ça rebondit tellement que je n'y vois rien, se plaint Hill. Alors, Newey décide de prendre un scooter et d'aller en bord de piste constater le phénomène par lui-même. La voiture rebondit comme un kangourou, avec les roues avant décollant du sol, le tout à plus de 250 km/h. Pour Newey, un phénomène aussi violent ne pouvait être causé que par une instabilité aérodynamique. Alors, de retour en soufflerie, il enduit l'aileron avant de Flowise, positionne la maquette de la FW16 aux hauteurs de caisse les plus basses pour rechercher un éventuel phénomène de séparation. Mais rien à signaler au niveau de l'aileron avant. Alors il s'intéresse au soubassement. Et là, eureka, il constate une séparation au niveau du bord d'attaque des pontons. Les pontons de la FW16 sont longs, et du fait de cette longueur, l'avant des pontons est très proche du sol. Trop proche du sol. Cette trop grande proximité mène à des vitesses locales très grandes, entraînant des gradients de pression adverses qui mènent à la séparation. Et c'est cette séparation à l'avant des pontons qui était responsable du décrochage du diffuseur en aval. La solution ? Des pontons plus courts, mariés à un nouveau soubassement. L'appui total de la FW16 serait forcément réduit, mais du fait des pontons plus courts, l'appui généré serait plus stable sur toute la plage de hauteur de caisse possible. Malheureusement, suite à son tragique accident à Imola quelques jours plus tard, Senna ne pourra jamais prendre le volant de cette nouvelle FW16B. Un des changements techniques imposés par la FIA suite à cet accident fut l'introduction des planches en bois, qui ont eu pour effet de rehausser le reste de la voiture de 10 mm. Grâce à ce changement, l'avant des pontons était déjà moins proche du sol. La FW16B avec des pontons plus courts fera son apparition quelques grands prix plus tard, et grâce à l'ensemble de ces modifications, le porpoising sera définitivement éliminé. Qu'est-ce que l'effet de sol ? Pour se fixer les idées, on compare ici le même profil d'aileron dans deux conditions différentes. À gauche, à l'air libre, à droite, à proximité du sol. On remarque que l'aileron à effet de sol génère des vitesses locales beaucoup plus importantes en dessous de l'aileron. Ce sont les zones en couleur rouge sur le schéma. Et donc, cet aileron à effet de sol génère une dépression plus importante dans cette zone rouge, et globalement, il va engendrer plus d'appui que l'aileron à l'air libre. Par contre, cela a pour conséquence de créer un pic de dépression plus important aux alentours de la zone en rouge. Ce pic va engendrer un gradient de pression adverse qui mènera à une séparation à l'arrière de l'aileron, c'est la zone colorée en bleu. À mesure que l'on rapproche l'aileron du sol, la taille de la zone de séparation va augmenter. À tel point que dans certains cas, en dessous d'une hauteur donnée, le coefficient d'appui lié à l'aileron finit par diminuer. En d'autres termes, en dessous d'une certaine hauteur, l'appui généré par l'aileron finit par diminuer. Du fait de cette séparation, le flux d'air en aval sera entre guillemets moins énergisé, entre guillemets moins propre. Si le flux d'air alimentant le diffuseur n'est pas d'assez bonne qualité, l'expansion ne se fait pas dans de bonnes conditions et des phénomènes de séparation, voire de décrochage, peuvent alors survenir. C'est ce qui s'était passé avec la FW16 de 94, la séparation à l'avant des pontons menant au décrochage du diffuseur. À propos de diffuseurs, Willem Toet, consultant pour le groupe Sauber, avait publié en 2006 avec l'université de Southampton un papier en accès libre donnant des informations précieuses à propos de la performance des diffuseurs en fonction des hauteurs de caisse. Il y explique notamment le rôle fondamental que jouent certains vortex dans l'amélioration des performances du diffuseur. Pour résumer,
La formation d'une paire de vortex, un à chaque extrémité latérale du diffuseur, permet au flux de rester attaché pour des angles pour lesquels on s'attendrait en théorie à un détachement. La courbe à l'image représente le coefficient d'appui du diffuseur en fonction de la hauteur de caisse. À mesure que la hauteur diminue, c'est-à-dire lorsque l'on va de la droite vers la gauche de l'écran, la force générée par le diffuseur augmente d'abord de manière non linéaire. La croissance exponentielle est expliquée par la contribution additionnelle de la paire de vortex qui se forme, c'est la zone A. Comme on le voit à l'image, le flux sous le diffuseur est alors symétrique. Si on continue à rapprocher le diffuseur du sol, c'est-à-dire si on se déplace à gauche de la zone A, on voit que la pente d'augmentation de l'appui diminue, la courbe forme une sorte de plateau, c'est la zone B. La diminution de la pente, donc le pseudo-plateau, est causée par la perte d'énergie au sein des vortex. On entre dans la partie la plus intéressante, la zone C. En dessous d'une certaine hauteur, l'espace entre le diffuseur et le sol n'est plus suffisant. Les vortex s'effondrent. Ce phénomène est à l'origine d'une chute brutale de l'appui généré par le diffuseur. Mais il y a un phénomène encore plus intéressant. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, la figure présente deux courbes, une en orange et une autre en bleu. Jusqu'à maintenant, nous nous étions concentrés sur la courbe en orange qui représente le niveau d'appui à mesure que la F1 entre guillemets descend, c'est-à-dire qu'elle se rapproche du sol. La courbe bleue, elle, représente le niveau d'appui du diffuseur lorsque la F1 remonte. Et oui, ces deux courbes ne sont pas confondues. Précisons alors l'exemple cité en introduction. Imaginons que nous soyons dans la zone C. La F1 est trop proche du sol, les vortex s'effondrent, l'appui chute drastiquement. Les suspensions se décompressent, la F1 va alors remonter. On l'a vu sur la courbe bleue, l'appui lui ne réaugmente pas tout de suite au début de la remontée. Ce n'est que lorsque la F1 franchit une hauteur de caisse minimale en montée que les vortex se reforment. L'appui augmente alors soudainement, on rejoint la courbe orange et on entre dans un phénomène d'hystérésis. On a parlé de hauteur minimale pour que les structures se reforment, d'autres argumenteront qu'en réalité, la reformation des structures dépend du temps mis par l'air pour aller de l'avant à l'arrière du profil aérodynamique concerné. On l'a compris, les vortex occupent une place de choix dans les structures aérodynamiques en dessous du soubassement, il est donc crucial de les utiliser à bon escient. À la fin des années 70, début des années 80, les premières générations de F1 et effet de sol utilisaient des jupes dans le but entre guillemets d'étancher au maximum le soubassement, c'est-à-dire d'empêcher à l'air extérieur de venir s'engouffrer en dessous de la monoplace et de polluer entre guillemets le flux d'air qui y était structuré. Des simulations récentes montrent qu'en moyenne, ces jupes ont fait gagner environ 55% d'appui supplémentaire par rapport à des F1 sans jupe, chiffre qui peut monter jusqu'à 70% pour les hauteurs de caisse les plus élevées et pour lesquelles il est plus facile pour l'air extérieur de venir s'engouffrer en cas d'absence de jupe. Mais à l'époque, les F1 ne disposaient pas de structures de vortex aussi puissantes et sophistiquées que de nos jours. Ainsi, sur les F1 2022, une étanchéité totale vis-à-vis de l'air extérieur et la réduction de vorticité que cela induirait réduirait considérablement les performances aéro. Un coup d'œil rapide aux extrémités latérales des soubassements des F1 2022 nous montre qu'il existe un certain nombre de dispositifs permettant soit avec un effet outwash d'évacuer l'air qui a déjà été travaillé, par exemple juste à l'arrière des tunnels, ou à l'opposé avec un effet inwash de générer des vortex qui vont rajouter de l'énergie au flux réintroduit dans les structures en dessous du soubassement. Un dernier facteur pouvant contribuer à ces instabilités aérodynamiques est le phénomène d'aéroélasticité, c'est-à-dire la vibration des structures causée par l'écoulement de l'air. Si votre soubassement est trop souple, il peut se déformer et ou vibrer du fait des forces aérodynamiques qui s'appliquent sur lui. En retour, ces déformations modifient l'écoulement de l'air, qui lui-même modifie la déformation, et on entre dans une boucle qui s'alimente d'elle-même. Dès les essais hivernaux 2022, la FIA a autorisé l'utilisation de haubans se fixant aux extrémités latérales du soubassement afin de réduire la flexibilité dans cette zone qui, comme on l'a vu, est très sensible. Cela avait d'ailleurs fait grincer des dents certains ingénieurs comme Pat Fry. En effet, les équipes qui avaient volontairement rigidifié leur soubassement au prix d'une masse plus importante et n'avaient donc pas nécessairement besoin de ces attaches, se retrouvaient pénalisées par rapport aux équipes moins prévoyantes dont le soubassement était plus flexible mais aussi moins lourd. Avec ces attaches, ces dernières gardaient l'avantage de la masse réduite sans avoir l'inconvénient de déformations trop importantes. Mercedes a étudié en 2022 la possibilité que leur concept Zero-Pod laissait une plus grande surface de leur soubassement exposée, avec un effet de levier plus important que par exemple une RB18 dont le soubassement est soutenu par des pontons plus larges. Après le Grand Prix d'Azerbaïdjan marqué par des phénomènes de rebond violents,
Et suite aux débats intenses et aux manœuvres politiques que cela avait engendré, Mercedes a tenté de convaincre la FIA d'autoriser l'utilisation d'une deuxième attache. La FIA a donc publié une directive technique dans ce sens, et lors du Grand Prix suivant au Canada, la W13 arborait cette deuxième attache lors des essais. Mais d'autres équipes, comme Alpine, ont pointé du doigt que le processus de changement de réglementation n'avait pas été appliqué comme il se devait, et sous cette menace et devant l'effet limité de cette solution, Mercedes décidait de ne rouler qu'avec qu'une seule attache en course. On l'a vu, les forces aérodynamiques très intenses liées à l'effet de sol sont extrêmement sensibles à la distance entre le soubassement et le sol. Ce qui n'apparaît pas forcément explicitement sur les courbes, c'est que la vitesse verticale des F1, lorsqu'elles montent ou descendent, joue un rôle important sur le flux aérodynamique et la variation d'intensité de ces forces. Il contribue aux instabilités aérodynamiques. Ainsi, ces forces ne dépendent pas seulement d'une succession d'états statiques, mais sont bel et bien liées à la dynamique de la voiture. Ces phénomènes transitoires sont les plus complexes à appréhender. On commence à toucher du doigt un des casse-têtes auxquels les ingénieurs ont affaire. D'un côté, en dessous d'une certaine hauteur, l'appui généré devient instable et la voiture est soumise à des effets et des forces transitoires. La hauteur en dessous de laquelle ce phénomène se produit est propre à chaque équipe et la nature et l'emplacement des structures qui vont s'effondrer varient évidemment d'une voiture à l'autre. Le revers de la médaille étant que du fait de l'ADN de ces F1 2022, leur pic de performance se situe très proche du sol. Il existe un certain nombre de raisons à cela. On a déjà évoqué la puissance de l'effet de sol qui augmente à mesure qu'on se rapproche du sol, les extrémités latérales qui assurent une meilleure étanchéité lorsqu'elles sont basses. Une des raisons que nous n'avons pas encore évoquées est le rôle joué par les turbulences des pneus arrière. Comme on le voit à l'image, plus l'espace entre le bas du diffuseur et le sol est grand, plus il est facile aux turbulences de venir s'engouffrer et de générer des pertes au sein du diffuseur. On sait qu'avec la réglementation 2022, les ingénieurs ont perdu un bon nombre d'outils qui leur permettaient de gérer ces turbulences, par exemple à l'arrière du fond plat comme on le voit à l'image, ou encore ici avec les ailettes de refroidissement des freins. Red Bull et Mercedes ont adopté deux philosophies totalement différentes face à ce casse-tête. On le verra dans la troisième partie, du fait de certaines limitations, les données issues des souffleries et de la CFD ne permettaient pas de prévoir de manière flagrante la survenue du porpoising. Mais lorsque l'on a déjà vécu un phénomène soi-même, on est beaucoup plus sensible aux signaux faibles qui peuvent l'annoncer. C'est le cas d'Adrian Newey, qui a effectué son projet de fin d'études à l'université de Southampton sur l'effet de sol appliqué aux voitures de sport, et qui a travaillé sur les F1 à effet de sol dans les années 80 pour son premier poste chez Fittipaldi. La possible survenue de ce phénomène en tête, Red Bull analyse les premiers résultats issus de la CFD. Très tôt dans le développement, leur choix devient clair. Ils décident d'éviter au mieux les zones d'instabilité, quitte à sacrifier un peu de performance en ne visant pas nécessairement le pic de charge aéro. Ils développent ainsi la RB18 afin qu'elle ait la fenêtre d'exploitation la plus large possible et qu'elle convienne à tous les circuits sur le calendrier. A l'inverse, Mercedes est concentré sur les données. Ils décident de développer la W13 aux hauteurs de caisse les plus basses possibles, c'est là où se situe le pic de performance aéro. Cette différence de philosophie ne date pas de 2022. Historiquement, Mercedes a souvent cherché les performances optimales, quitte à se donner des cheveux gris en termes de fenêtres d'exploitation et de réglage. On se souvient de la W8 de 2017 que l'on qualifiait de diva, et dans une moindre mesure de la W10 de 2019. Ces choix effectués très tôt ont des conséquences en cascade, puisqu'elles peuvent notamment forcer la main des ingénieurs en termes de setup mécanique. C'est l'objet du deuxième chapitre. On vient de le voir, il existe un déphasage entre la charge aérodynamique et la hauteur de caisse, ce qui mène à des oscillations. En utilisant un ralenti, on se rend compte que la fréquence de celle-ci se situe aux alentours de 5 Hz. En d'autres termes, les instabilités aérodynamiques sont couplées aux fréquences naturelles de la voiture, en particulier celles de pilonnement. L'énergie nette ainsi ajoutée par les forces aérodynamiques au mouvement vertical de la voiture est supérieure à celle qui peut être dissipée par les amortisseurs. Si, comme Mercedes, vous faites le choix d'aller chercher la performance maximale en termes d'aéro et que vous décidez de rouler très proche du sol, votre fenêtre d'exploitation en termes de hauteur de caisse est réduite et vous êtes contraint d'augmenter la rigidité de vos suspensions. Cela a des effets indésirables très importants en termes de compliance. La constante de raideur encore plus élevée des suspensions a aussi pour conséquence d'augmenter la fréquence propre du système.
De plus, on a beaucoup parlé du passage des Pirelli 13 pouces aux Pirelli 18 pouces en 2022. Cependant, cette augmentation de la taille des jantes s'est également accompagnée d'une augmentation globale du diamètre de la roue de 660 à 720 mm. Au final, l'épaisseur des flancs n'est pas drastiquement réduite et la constante de raideur des Pirelli 2022 n'est pas beaucoup plus élevée. 12% de plus à l'avant et seulement 5% à l'arrière selon les estimations de Mario Isola. L'amortissement des pneus, déjà très bas auparavant, est encore réduit sur les Pirelli 18 pouces. Au final, on se retrouve donc avec des pneus pas très rigides, montés sur des suspensions qui, elles, sont très rigides, en parallèle avec des amortisseurs très durs. L'ensemble de ces éléments fait qu'il est très difficile de dissiper l'énergie du système. Pour ceux qui veulent aller plus loin et se faire une idée de l'influence de ces différentes constantes, il existe en ligne des simulateurs qui permettent de visualiser la réponse du système en fonction des différentes constantes. Par ailleurs, depuis 2022, les inerters sont interdits. Ce dispositif, développé par le professeur Malcolm Smith de l'Université de Cambridge, a été utilisé pour la première fois par McLaren lors du Grand Prix d'Espagne en 2005. Il permet de produire une force de rappel proportionnelle à une accélération, par opposition au ressort dont la force de rappel est proportionnelle au déplacement, ou aux amortisseurs dont le rappel est proportionnel à la vitesse. Ils étaient utilisés notamment pour éliminer certaines des vibrations et des fréquences provenant des pneus, et auraient donc pu contribuer à l'atténuation du porpoising. Après le Grand Prix d'Espagne 2022, Mercedes avait compris et résolu une bonne partie des problèmes aérodynamiques liés au porpoising. Mais les deux Grands Prix suivants se sont déroulés sur des circuits très bosselés, et ceux-ci ont mis en lumière l'impasse dans laquelle ils s'étaient mis d'un point de vue mécanique. Dès les premiers tours des essais libres du Grand Prix de Monaco, Russell indiquait à son ingénieur Riccardo Musconi qu'il souffrait de bottoming, c'est-à-dire que le soubassement venait rebondir sur le sol, et prenait soin de préciser que le phénomène était différent du porpoising, au cours duquel les oscillations verticales n'impliquent pas nécessairement un impact du soubassement sur le sol. Les rebonds dont souffrait la W13 n'étaient plus principalement causés par l'aérodynamique intrinsèque de la voiture, mais par les bosses qui étaient présentes sur le circuit. La piètre qualité de la tenue de route verticale des Mercedes les poursuivra pour le reste de la saison, et selon les mots de Hamilton, la W13 aura, du fait de cette impasse mécanique, des réactions, je cite, peu naturelles qu'une voiture de course ne devrait pas avoir. De son côté, pour son fameux projet de fin d'études, Adrian Newey avait ajouté sur son concept des jupes inspirées de la Lotus afin d'étancher son soubassement. Mais en s'apercevant que pour supporter un tel niveau d'appui, les suspensions auraient dû être très rigides, ce qui n'est pas très commode pour une voiture de sport, Newey développa une géométrie de ressort variable liée à la vitesse de la voiture, c'était les prémices des suspensions actives. Chez Fittipaldi, pour faire face au rehaussement des jupes en 1981, il devait de nouveau adapter les suspensions pour qu'ils conviennent à la nouvelle aérodynamique de la voiture. L'interaction et l'intégration de la partie mécanique dans le package aérodynamique est un des fils rouges de la carrière de Newey. Sachant cela, l'auditeur ne sera pas surpris d'apprendre que les seules pièces de la RB18 que Newey a personnellement dessinées sont les suspensions. Pull rod à l'avant, push rod à l'arrière, en complète rupture avec ce que faisait l'ensemble du plateau en 2021. L'an passé, la hauteur de caisse fut l'élément qui reçut le plus d'attention médiatique, mais il ne peut être séparé du réglage des suspensions qui est tout aussi important. Il n'est pas possible de changer l'un de ces deux aspects sans manipuler l'autre. Les choix aéros doivent donc être effectués minutieusement afin d'éviter les problèmes de maniabilité et les impasses mécaniques. Pourquoi le phénomène de porpoising n'a-t-il pas été aperçu de manière flagrante en soufflerie? La limitation principale vient du fait qu'en soufflerie, la maquette est tachée de manière très rigide. À l'image, on voit la structure assez imposante qui maintient l'ensemble de la maquette en venant s'attacher au niveau du capot moteur. En soufflerie, la maquette est statique ou quasi statique, et les mouvements verticaux ne sont donc pas du tout fidèles à la réalité. En outre, la maquette n'interagit pas avec les suspensions de la même manière qu'elle le ferait en piste. Or, on a vu dans la première partie de la vidéo que les effets transitoires jouent un rôle important dans la survenue des instabilités aérodynamiques. Les données issues de la soufflerie permettent d'avoir ce qu'on appelle une cartographie des performances aéro en fonction des différentes hauteurs de caisse à l'avant et à l'arrière. Mais cette cartographie est obtenue par la superposition de plusieurs états statiques. Celles-ci ne permettent pas de savoir comment la F1 se comporte dynamiquement lors du passage d'une hauteur de caisse à l'autre. Les forces dépendant des composantes dynamiques et des mouvements verticaux de la F1
ne sont pas reproduites en soufflerie. En outre, la réglementation impose une vitesse maximale de 33 mm par seconde en termes de vitesse verticale pour passer d'une hauteur de caisse à l'autre. En ordre de grandeur, c'est à peu près 20 fois moins que les vitesses verticales des F1 qui souffrent de porpoising en piste. Une deuxième limitation concerne la rigidité des éléments composant la maquette. Les matériaux utilisés pour façonner la maquette sont différents des matériaux utilisés pour construire la F1 réelle. En 2018, la FIA a publié une directive technique interdisant l'utilisation de parties flexibles sur les maquettes de soufflerie. Dans ces conditions, les extrémités latérales du soubassement sont inflexibles en soufflerie, alors que leur déformation dans la vie réelle contribue au porpoising. Important, enfin, spéculons sur les tapis roulants de soufflerie. Willem Toeck nous fait remarquer que sur les photos présentées par Mercedes, leur tapis roulant semble être très lisse. Cela procure des avantages, notamment en termes d'usure du tapis vis-à-vis du frottement avec les pneus. Lorsque vous devez remplacer un tapis, vous devez faire entre guillemets un run blanc avec le nouveau tapis sans changer la maquette pour réaliser un recalibrage des données avec le nouveau tapis. Les runs étant limités, à chaque fois que vous changez de tapis, vous gaspillez entre guillemets un run pour recalibrer. Mais on a vu dans la première partie que les aspérités et la rugosité de la piste jouent un rôle dans la survenue du porpoising. Or, avec un tapis lisse, on s'éloigne des caractéristiques des surfaces plus rugueuses. La couche limite au-dessus du sol sera moins épaisse que sur une surface rugueuse, et il se peut donc qu'en soufflerie, la survenue de certains phénomènes annonçant les instabilités aérodynamiques soit retardée par rapport à la réalité. La CFD utilise des méthodes numériques pour résoudre les équations très complexes régissant la mécanique des fluides. Pour cela, il est nécessaire d'obtenir un modèle numérique de la pièce que l'on veut analyser, et ensuite de diviser le volume à étudier en des millions de petites cellules qui vont constituer notre maillage. Les équations seront résolues numériquement dans chacune de ces petites cellules. Plus on souhaite un résultat précis, plus le maillage devra être fin, et moins il faudra effectuer d'approximations dans les modèles mathématiques utilisés. On devine alors que la limitation principale vient de la puissance de calcul nécessaire pour modéliser un phénomène aussi complexe que le porpoising. On rappelle que chaque équipe dispose d'une allocation de durée pour laquelle les unités centrales de traitement sont utilisées pour la CFD. La modélisation d'un phénomène aussi complexe que le porpoising prendra tellement de ressources qu'il ne vous en restera pratiquement plus pour tester de nouvelles pièces aéro et effectuer le développement de votre monoplace. L'art de l'ingénieur est alors de développer d'autres outils lui permettant de détecter les signaux faibles annonçant la survenue potentielle de phénomènes qui n'apparaissent pas de manière flagrante. Pour 2023, la FIA impose 4 changements destinés à retarder les conditions pour lesquelles le phénomène du porpoising survient. Si vous avez bien suivi la vidéo, ces mesures vont vous paraître évidentes. La première, la plus importante, les extrémités latérales du soubassement sont rehaussées de 15 mm. L'entrée du diffuseur où se situe un pic de dépression est lui rehaussée de 10 mm. Le soubassement devra être plus flexible. Pour une charge appliquée de 250 N, la flexibilité maximale autorisée est réduite à 5 mm contre 8 en 2022. Enfin, la FIA a rendu plus robuste son système permettant de mesurer la fréquence des oscillations qui surviennent lors du porpoising ainsi que l'accélération associée. Avant la présentation de la W14, l'intrigue principale dans les médias était de savoir si Mercedes allait retenir leur concept zéro pod. Les premières images montrent que la partie du soubassement qui est exposée est moins grande qu'en 2022. La question cruciale désormais est de savoir si Mercedes a profité de ces différents rehaussements et de son expérience et des différents outils développés en 2022 pour continuer à aller chercher des pics de performance aéro avec des hauteurs de caisse très basses. Si tel était le cas, le porpoising fera-t-il de nouveau son apparition ? Il sera également intéressant de scruter les réactions de Hamilton et Russell pour savoir si les problèmes de tenue de route et de maniabilité de la W13 ont été résolus et si les nouvelles suspensions pensées pour accompagner la plateforme aéro permettront à Hamilton et Russell de disposer d'une monoplace plus prévisible et plus naturelle à piloter. Quelle surprise nous réserve Red Bull sur sa RB19 qui n'a pas encore fait son apparition ? Les réponses dans quelques heures avec le début des essais hivernaux, et quant à nous, on se retrouve, je l'espère bientôt, pour une nouvelle vidéo.